Si je vous parle de courses illégales, vous allez sûrement penser à un jeu, Need for Speed, un classique du jeu vidéo, mettant en avant des courses illégales contre la police toujours plus folles. Comme tous les enfants de 8 ans un peu fans de voitures, c'était clairement ma licence préférée. Et en cette année 2011, je pouvais pas encore le savoir, mais il allait avoir mon Need for Speed préféré de la franchise qui allait sortir. Need for Speed, The Run. Le concept du jeu est simple, une course à travers les États-Unis où on part de New York jusqu'à San Francisco. Mais du haut de mes 8 ans, ce que je ne pouvais absolument pas imaginer, c'est que ce jeu était inspiré d'une histoire vraie. Une course de 4800 km où l'on part de New York pour arriver à Los Angeles le plus rapidement possible, qui existe depuis plus longtemps que les 24 heures du Mans mais que très peu de gens connaissent, une course qui poussera ses participants à revêtir de l'équipement militaire pour échapper à la police. Et cette course, elle s'appelle le Cannonball. Mais aujourd'hui, on va parler d'un défi encore plus extrême, le défi d'accomplir cette traversée, tout seul. Et l'homme dont je vais vous parler aujourd'hui a réussi cette traversée, mais en plus a établi un record qui, pour certains, semble presque impossible à croire. Bienvenue dans l'histoire de l'homme qui a défié les États-Unis. Aussi petit aparté en début de vidéo pour vous dire que j'ai sorti récemment une vidéo sur le drag racing qui est un format un peu plus long mais elle m'a pris vraiment longtemps à faire donc ça me ferait extrêmement plaisir si vous pouvez aller la voir. Aussi n'oubliez pas de liker, commenter, booster cette vidéo et n'oubliez surtout pas de vous abonner parce qu'on va bientôt rattraper Squeezie. Et cette histoire, elle commence avec un homme de 44 ans qui s'appelle Fred Ashmore. Et lui, ce dont il est fan, c'est les courses d'endurance illégales à travers les États-Unis, comme l'US Express ou le Coast to Coast. Mais Fred Ashmore, ce n'est pas qu'un simple fan, car Fred, il a déjà participé à beaucoup de courses d'endurance dans ce style, et il a déjà sa voiture préparée. Une Ford Mustang Cobra de 79. Mais Fred Ashmore, malgré son nombre de participations à ce genre de course, il voulait s'attaquer à un plus grand défi. Battre le record de la course ultime, le record du Cannonball. Car pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo sur le Cannonball en entier, le Cannonball, c'est la course d'endurance la plus vieille au monde. On se bat pour le record depuis plus longtemps que la course des 24 heures du Mans existe, depuis 1913. Mais bon, revenons en 2020, car en 2020, c'est là que va se passer notre record, car en 2020, comme tout le monde le sait, c'était le confinement, ce qui a libéré les routes aux États-Unis, lançant l'âge d'or du Cannonball. Et le record qu'il doit faire tomber est celui de 27 heures et 25 minutes. Qui était détenu à cette époque par Arne et Doug, qui sont des légendes du Cannonball moderne. Et l'avantage exceptionnel que Fred a, c'est qu'il les connaît. Donc s'il veut des conseils, il sait à qui demander. Mais le problème, c'est que Arne et Doug vont le dire que le record du Cannonball est quasiment imbattable. Car ça faisait beaucoup trop longtemps qu'il avait été optimisé, et aussi parce qu'ils avaient eu énormément de chance sur leur run. Et la seule condition pour battre ce record, il faudrait quelqu'un prêt à prendre tous les risques. Quelqu'un de complètement inconscient. Et c'est comme ça que Fred va entendre ça et se dire que c'est lui la personne inconsciente qui va battre ce record. Mais avant de partir du Red Bull Garage, il faut évidemment trouver avec quel véhicule on va se déplacer à travers tous les États-Unis. Et Fred au début il pense à une Ford Taurus. Pourquoi une Ford Taurus? Eh bien parce que c'est une voiture de police aux États-Unis. Mais il y a un gros problème qui va avec prendre une voiture de police. C'est si on croise un autre policier, il va penser que c'est une urgence et il va décider de vous suivre. Alors qu'avec une voiture normale, dans certains États aux États-Unis, on ne va même pas vous poursuivre. Car la police n'a pas le droit de poursuivre pour éviter les courses-poursuites à très haute vitesse. Et c'est comme ça qu'il va changer de choix et qu'il va se diriger vers un classique américain, tout simplement la C63 des États-Unis, la Dodge Charger L4. Mais le problème avec la L4, c'est que la puissance vient avec un coût. Et ce coût-là, c'est la température. Donc sur une run aussi longue, il avait vraiment peur que la voiture surchauffe énormément. Et c'est pour ça qu'il va se rabattre sur le modèle juste en dessous, qui est la Dodge Charger Scat Pack. Mais vu que Fred a toujours des idées farfelues derrière la tête, l'idée qu'il va avoir avec la Scat Pack, c'est que le plus gros problème sur la run du Cannonball, c'est de remplir la voiture à une station-service. Car on s'arrête à littéralement 0 km/h, et ça plusieurs fois pendant la run. Donc lui, ce qu'il aimerait faire, c'est prendre un minivan qui viendrait le ravitailler en plein milieu de l'autoroute. Et clairement, je pense que son inspiration, elle vient pas de nulle part. Elle vient de la vidéo qu'on a tous vue, des deux BMW qui se ravitaillent en plein drift. Et maintenant, avec son plan écrit dans sa tête, il va aller chercher la Charger qu'il lui faut. Et pour la Cannonball, vu qu'il sait qu'il va préparer la voiture de A à Z, il va commencer à faire des recherches dans les casses autour de chez lui. Et justement, si vous voulez récupérer des pièces de casse sans avoir à vous déplacer ni à chercher pendant des heures, le sponsor de la vidéo est fait pour vous. Ovoco. Ovoco propose un large choix de pièces provenant de voitures hors d'usage, ce qui permet de réutiliser des composants encore fonctionnels et de réduire les déchets, offrant une approche plus durable pour la réparation automobile. Aussi, Ovoco travaille avec plus de 5000 partenaires à travers l'Europe et dispose de millions de pièces en stock. Grâce à leur site internet, vous trouverez rapidement la référence exacte dont vous avez besoin, que ce soit pour un entretien classique ou une préparation plus poussée. La commande se fait en quelques clics, la livraison est rapide et surtout, vous avez 14 jours pour retourner la pièce si elle ne correspond pas ou en cas de problème. Alors si vous voulez entretenir ou préparer votre voiture sans exploser votre budget, tout en faisant un geste pour l'environnement,
Je vous invite à découvrir Ovoko avec le code B7N via le lien en description ou directement avec ce QR code. Aussi, cette année, Ovoko repart au Dakar Classic 2026. Après une 3ème place en 2025, l'équipe Ovoko Racing retourne dans les dunes avec un projet franco-lituanien, Karolis Rezis, déjà sur le podium l'an dernier, accompagné de Christophe Marc. Et évidemment, toujours au volant de la même machine, un Land Rover 109. Un modèle mythique qui était déjà présent au tout premier Paris-Dakar en 1978. Et cette voiture, c'est la preuve qu'avec des pièces durables et accessibles, on peut aller très loin. Alors vont-ils réussir à remonter sur le podium comme l'année dernière? Eh bien pour le savoir, suivez Ovoko France sur Instagram. N'oubliez pas le lien en description et merci à Ovoko d'avoir sponsorisé la vidéo. Mais après un peu de recherche sur internet, il va se rendre compte que la Scat Pack a le même problème que la L4 et que en plus de ça, il faudrait qu'il fasse plus que un plein pendant tout le trajet. Et clairement, avec son histoire de ravitaillement mobile, il va pas le faire plusieurs fois. Donc il lui faut une voiture qui tient à la traversée avec un seul plein. Enfin, un seul plein, pas un plein normal. Parce qu'il avait 2 réservoirs auxiliaires qui faisaient au total 490 litres. Ce qui est totalement fou, mais Fred, dans une autre run, il avait déjà fait pire. Car c'est le seul au monde à avoir fait la traversée des États-Unis dans une Ford Galaxy sans faire un seul stop pour l'essence. Et dans cette Ford, il y avait à peu près 700 litres d'essence. Donc clairement, en réservoir externe, il s'y connaît. Et lorsqu'il va se rendre compte que la Charger, même avec 490 litres en plus, ne va pas réussir, il va se rabattre sur un choix qui est plus léger, plus rapide, et surtout qu'il préfère, car c'est un fan de Ford, la Mustang GT. Et à cette époque, ça commençait à être la fin du confinement. Donc s'il voulait avoir sa run, le temps jouait contre lui. Et le problème, c'est qu'il n'arrive pas à trouver de Mustang dans des casses auto pour la préparer. Donc la seule solution pour avoir la voiture rapidement, ça va être de la louer. Et avec sa voiture en tête, il va aller la louer à un Avis, la ramener instantanément à son garage, vider le siège passager et les sièges arrière, mettre 2 énormes réservoirs d'essence et aussi un détail ultra important, il va coller une barre de LED juste en dessous de la plaque d'immatriculation. Et vous allez me demander pourquoi une barre de LED. You need to be able to see a ways in front of you because what normally is coming up in seconds is coming up in less than seconds. Et un autre détail assez important que la Mustang a, c'est des rétroviseurs d'angle mort, ce qui permet à Fred de regarder si sur les rampes d'entrée d'autoroute il y a une voiture de police qui l'attend. Car c'est le Cannonball solo et il n'a droit à aucun aide extérieure. Et maintenant que tout était prêt avec sa Mustang, il lui fallait un temps pour partir. Il fallait décider quel jour de la semaine il allait décoller du Red Bull Garage. Et déjà là, sa run va commencer de manière différente des autres, car il va décider de partir en pleine semaine, ce qui n'est pas la norme du Cannonball. Et ça s'explique tout simplement parce que c'était la fin du confinement strict aux États-Unis. Donc le week-end, les gens voulaient absolument partir. Et maintenant qu'il avait décidé quel jour il allait partir, il ne lui restait plus qu'une chose, se rendre au Red Bull Garage pour commencer cette traversée. Et on va le retrouver quelques jours plus tard, garé devant le Red Bull Garage à 4h du matin. Tout ce qu'il lui reste à faire maintenant est d'attendre pendant 2 heures devant le garage. Et à 6h du matin, il va mettre le contact, lancer le chronomètre et partir pour sa traversée des États-Unis. Et clairement, son analyse du trafic va être payante, car la première partie dans New York va se passer sans aucun souci, et surtout, il va pouvoir sortir de New York en à peine quelques minutes, ce qui serait avec un minimum de trafic inimaginable. Et à la sortie du tunnel, il peut regarder une dernière fois la skyline de New York avant de se diriger à 200 km/h vers la Pennsylvanie. Il va pas falloir attendre très longtemps pour qu'il tombe déjà sur un problème. En Pennsylvanie, il va y avoir des gros travaux, ce qui va causer des embouteillages. Mais clairement, sur une run de Cannonball, il n'y a pas une seconde à perdre. Donc il va passer de l'autre côté des plots, sur le chantier, pour doubler tout l'embouteillage. Et après ça, il est reparti pour la suite. Et pendant la moitié des États-Unis, il va pas se passer grand chose. Et ça va me permettre de vous parler du régulateur de vitesse. Car à l'époque, il y avait une photo qui avait fait le buzz. Une photo montrant le régulateur réglé sur 120 miles. Ce qui fait 200 km/h. Mais moi, le truc qui m'a le plus choqué, c'est pourquoi un régulateur de vitesse quand on roule aussi vite. Et bah, Fred Ashmore, il va nous l'expliquer. Is to keep myself from getting lazy. Anybody that's done a solo run before, I've done a couple of them, you actually realize that, oh man, I'm supposed to be going X amount of speed, somebody's passing me in a caravan. Et oui, maintenant ça paraît évident, parce que conduire 24 heures solo, c'est très compliqué de rester concentré tout le temps. Surtout avec la fatigue et le stress. Et aussi avec les routes aux États-Unis qui sont souvent composées de très longues lignes droites. Et après ses premières galères en Pennsylvanie, il va vite arriver en Ohio. Et l'Ohio, c'est clairement un état connu dans la run du Cannonball pour son nombre de policiers. Mais comme chaque personne qui fait le Cannonball, Fred, il a prévu ça. Il a déjà un détecteur de radar qui est plutôt assez classique, mais surtout un laser jammer. Et bien comment ça fonctionne, c'est très simple. Imaginons qu'un policier essaye de vous prendre aux jumelles, et ben il n'aura juste aucune réponse.
Et vous allez me dire, dans tous les cas, le policier peut savoir si vous allez trop vite. Pas vraiment. Parce qu'en fait, ça peut être aussi une erreur humaine. Il peut avoir ce genre d'erreur en pointant mal un véhicule. Et avec ce genre de contre-mesure, en France, on s'expose à 6 points et 30 000 € d'amende. Mais aux États-Unis, il n'y a que 14 États qui empêchent l'utilisation de laser jammer. Et en vrai, même moi, ça me choque. Je pensais absolument pas que c'était légal. Et clairement, pour le cannonball, ces deux accessoires sont juste obligatoires. Parce qu'aux États-Unis, si vous faites arrêter pour gros excès de vitesse, c'est la prison directement. Et d'ailleurs, en parlant de prison, c'est à Sainte-Louise, dans le Missouri, où il va avoir sa première frayeur. Parce que, en sortant de la ville, c'est là où il va avoir affaire à sa première voiture de police. Il va la dépasser extrêmement vite et le policier va décider de le suivre. Il va le suivre pendant plusieurs kilomètres, ce que Fred Ashmore a décrit comme une éternité. Et après quelques temps, le policier va abandonner. Et c'est souvent ce qui arrive dans le cannonball. Parce que dans beaucoup de runs et dans l'autre vidéo que j'ai fait, on peut se rendre compte que ça arrive plutôt souvent ce genre de choses. Une voiture de police qui suit pendant un certain temps et qui après abandonne. Et après cette frayeur, on va le retrouver à Tulsa, en Oklahoma. Et le gros avantage, c'est que c'est une grande ville aux États-Unis. Donc les axes routiers tout autour sont des autoroutes de 4 voies, ce qui lui laisse énormément de place pour rattraper du temps qu'il avait perdu à cause du policier. Mais malgré sa chance, il va quand même avoir un problème. Il va se retrouver bloqué derrière des camions. Et même si chaque voiture du Cannonball est équipée d'une radio qui leur permet de communiquer avec les chauffeurs, ça reste un problème car la vie sur le Cannonball est évidemment mitigée. Mais Fred, il va pas hésiter une seconde et appeler à la radio en demandant au camionneur de se décaler. Et par chance, le camionneur va se décaler. Enfin, je pense que c'était pas vraiment de la chance, c'était plus que sa voiture ressemblait énormément à une voiture de police banalisée. Et vu qu'on lui ouvre la voie, ça va lui permettre de tester la vitesse maximale de la Mustang. Parce que là, à partir de l'Oklahoma, les autoroutes vont être de plus en plus droits, lui permettant de vraiment aller à la vitesse maximum de la Mustang. Et il va se rendre compte que la Mustang GT, elle s'arrête à 157 miles par heure, ce qui équivaut à 255 km/h. Et dans une run du Cannonball, on peut penser que Fred va toujours essayer d'aller à cette vitesse. Mais en fait, pas vraiment, parce que dans une run du Cannonball, ce qui est extrêmement important, c'est la consommation d'essence. Et la vitesse optimale avec la Mustang est de 130 miles par heure. Mais bon, là, la Mustang a roulé la moitié des États-Unis et a perdu énormément d'essence. C'est le moment de faire un ravitaillement. Et même s'il avait abandonné son idée de ravitailler en roulant, tout était organisé. Il y avait ses potes Gret et Brandy qui l'attendaient avec un réservoir de plus de 560 litres. Et surtout, l'avantage de ce réservoir, c'est qu'il avait une pompe haut débit qui permettait de remplir 70 litres par minute. Et pour vous dire à quel point ils veulent optimiser, Fred va ouvrir son coffre avant même de s'arrêter pour que ça prenne le moins de temps possible. Et Fred, il en profite pour se lever, se détendre, s'étirer, car ça fait quand même plus de 12 heures qu'il est au volant à des vitesses ahurissantes. Mais bon, il a pas non plus 100 ans pour se détendre, car le remplissage de la voiture en entier, les 400 litres, vont prendre à peine 8 minutes. Mais heureusement pour lui que ça n'a pas duré plus longtemps. Car il va partir et se remettre en direction de Los Angeles, et à peine 2 minutes plus tard, il va recevoir un message de ses amis sur le parking qui ont eu la visite de la police. Et pour moi, ça c'est un très bon exemple pour vous montrer que le Cannonball, même si c'est une course longue, se joue des fois à quelques secondes. Car si Fred était encore sur le parking quand la police est arrivée, ça aurait été une autre histoire. Parce que là, au final, il n'y avait rien d'illégal, il a juste vu un 4x4 Chevrolet avec un réservoir industriel dessus, ce qui est totalement normal. Et après ce petit coup de chaud, tout va se passer bien, jusqu'à arriver au moment clé de cette run, l'entrée en Californie. Parce que pour ceux qui ne savent pas, aux États-Unis, chaque État a une frontière. Et Fred va y arriver et se retrouver derrière un embouteillage de voitures. Car pendant le confinement, les frontières entre les États étaient plus strictes. Et avec des heures de conduite, un manque de sommeil, c'est là que le stress va commencer à prendre place et que les idées vont fuser dans sa tête. Est-ce que la police le surveille déjà et au moment où il va passer la douane, il va se faire arrêter? Et surtout, est-ce que l'agent de douane va fouiller sa voiture parce qu'il n'y a qu'une simple couverture qui cache tous ses réservoirs d'essence? Et sa peur se concrétise car devant lui, il va voir un agent arrêter une voiture et la fouiller de fond en comble. Et là, dans sa tête, Fred Ashmore, il a qu'une idée qui se répète en boucle. Je vais aller en prison. Et après 20 minutes d'attente, c'est enfin à son tour. Il avance, il baisse sa fenêtre, l'agent de douane lui dit « Qu'est-ce que vous faites ici et pourquoi vous venez en Californie alors que vous habitez au Texas ?» Il répondra simplement que c'était un travailleur essentiel dont on avait besoin pendant le Covid et qu'il était venu avec tous ses équipements. L'agent de douane va sortir sa tête de la cabine, regarder dans la Ford Mustang et lui dire « Ok, bonne journée ». Et c'est comme ça qu'il a passé la dernière grande étape ouvrant les portes de la Californie. Et la Californie, c'est énormément de désert, donc c'est là où il va rattraper le plus de temps, en roulant extrêmement vite. Et il roulait tellement vite qu'il arrivera sur le périphérique de Los Angeles à plus de 250 km/h. Mais alors qu'il lui restait à peine une vingtaine de minutes pour arriver, dans son rétroviseur, il va voir des gyrophares. Et là, il le sait, c'est clair, la voiture de police le suit, et il ne peut pas se faire arrêter. Et c'est là où il va avoir une idée. Mais pour le comprendre, faut un peu savoir comment fonctionnent les échangeurs aux États-Unis, et à quel point ils sont catastrophiques.
Et je pense que la meilleure façon de le comprendre, c'est juste regarder une photo. Et donc Fred, ce qu'il va faire, c'est prendre l'échangeur, mais juste faire un tour sur lui-même et repartir sur la même route. Et ça va totalement marcher, car après ça, il n'aura plus de gyrophare dans le rétro. Mais malgré ça, avec le manque de sommeil et le stress qui n'était pas redescendu, il va commencer à devenir parano. Et il se demande si le policier sait qu'il fait le cannonball et qu'il a déjà envoyé des gens pour l'arrêter à l'arrivée. Mais pour Fred, le suspense ne va pas durer très longtemps, car il va arriver sur le parking, maintenant mythique, et il n'y aura personne. Et en vrai, Fred Ashmore, il avouera qu'il était un peu déçu, parce qu'il ne connaissait pas l'endroit, et il disait que potentiellement, il y aurait peut-être des gens qui attendraient des cannonballers. Mais malheureusement, il va devoir célébrer tout seul, car il a traversé les États-Unis, de New York à Los Angeles, en 25 heures et 55 minutes. Non seulement en devenant le détenteur du record du cannonball solo, mais aussi en devenant le détenteur du record du cannonball, toutes catégories confondues. Pour vous réaliser un peu, le dernier record qui était détenu par une seule personne, c'était il y a 92 ans, avec Erwin Baker, l'inventeur de la course. Et c'était il y a tellement longtemps qu'on utilisait un simple chronomètre pour calculer le temps de la course. Ce qui n'a plus rien à voir avec ce qui se passe aujourd'hui, car Alex Roy en 2008 avait une seule peur, que son record ne soit pas accepté par la communauté du cannonball. Donc clairement sur l'épreuve, il ne va pas lésiner, il va filmer son trajet en entier, il va utiliser un chronomètre satellite et il aura aussi énormément de témoins qu'ils verront à travers les États-Unis. Et tout ça, ça va devenir un peu la base pour valider un record du cannonball. Et Fred, du coup, qu'est-ce qu'il a utilisé pour chronométrer son temps? Attends. Quoi? Il a juste utilisé le chronomètre de l'iPhone? Mais au moins il a des gens qui l'ont vu traverser les États-Unis, il a bien des amis qui sont témoins. Bah non, pas vraiment, parce que c'est le cannonball solo. Donc les seules personnes qui peuvent attester de son trajet ont uniquement reçu sa position par message. Personne au Red Bull Garage et personne à Portofino pour prouver que la run était légitime. Mais en vrai, pendant presque 2 ans, personne va vraiment remettre en question la run. En fait, c'était un peu un 50-50 dans la communauté. On va dire que 50% de la communauté y croyait et 50% de la communauté n'y croyait pas. Mais après sa run, évidemment, Fred Ashmore va commencer à faire de plus en plus d'interviews. Parce que déjà, battre un tel record, c'est impensable. Et si vous voulez savoir ce que ça coûte vraiment, allez regarder ma vidéo en entier sur le cannonball. Mais surtout, au fil des interviews, les gens commencent à douter de plus en plus. Jusqu'au jour où le site internet Road & Track va le mettre face au mur. Ils vont lui demander de vraiment prouver finalement qu'il a fait ce temps. Et Fred Ashmore va leur envoyer des photos. Et ce sera des photos assez aléatoires dans plusieurs formats différents, des vidéos de lui extrêmement tremblantes, mais ce qui attira leur attention, qu'il y a certaines photos qui sont photoshopées. Et après ça, clairement, Fred Ashmore est cramé, et on peut se dire qu'il va tout avouer, mais non, il va encore plus s'enfoncer. Car il va dire qu'il a jamais eu de preuves pour les autres runs du Cannonball. Et il a pas forcément tort, mais les preuves des runs du Cannonball sont faites sur des groupes privés pour pas s'incriminer en public. Mais ça va pas se passer comme ça. EvinWiki, la chaîne qui parle majoritairement du Cannonball, va supprimer la vidéo qui raconte son record, et vont la reposter avec un disclaimer devant, disant qu'ils n'ont aucune manière de vérifier la véracité de l'histoire. Donc clairement, il est impossible de savoir si Fred Ashmore a vraiment fait cette run ou pas. Je pense qu'il y a une partie de l'histoire qui est vraie, mais la majeure partie est fausse, et surtout le record relève clairement de l'impossible. Il faudrait que toutes les étoiles s'alignent pour pouvoir faire cette run tout seul. Et dans une épreuve comme le Cannonball qui n'a jamais vu d'accident grave ou d'accident avec d'autres usagers de la route, on peut se dire que le record est très bien tel qu'il est. Est-ce que ça sert vraiment à quelque chose de pousser le record plus loin, quitte à avoir un accident grave? Et bah clairement, je pense pas. Et voilà, je voulais vous parler de l'histoire de Fred Ashmore pour parler un peu d'un autre côté du Cannonball et pas non plus encenser les personnes qui le font, car clairement, il y en a aussi qui le font uniquement pour l'ego. Et je voulais aussi vous dire que je vais sortir une vidéo iceberg sur le thème des voitures. Donc j'ai déjà un peu commencé de mon côté, mais si vous avez des idées que vous aimeriez bien voir dans cette vidéo, laissez-le en commentaire. Encore merci à Ovoko d'avoir sponsorisé cette vidéo, et on se retrouve bientôt.